vous pourrez poser vos questions en anglais. Faites-le dans le chat de préférence en français. Donc, les questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais. Et je répondrai en français ou en anglais dans la langue où elle aura été posée. Gardez les questions. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat et puis je répondrai uniquement à la fin. Hein, on garde toutes les questions pour la fin. On aura amplement le temps de répondre enfin pour moi de répondre aux questions après ma causerie. Donc, je m'appelle Olivier Ledour, je suis donc fonctionnaire, administrateur à la DG Recherche depuis. Enfin, je suis à la commission. J'ai commencé en 94 et j'ai beaucoup été impliqué dans les questions de passage de catégorie anciennement de B vers A et aujourd'hui d'AST vers administrateur. J'ai été dans des jurys de passage de catégorie et pratiquement depuis que la certification existe, donc 2005, j'ai été impliqué dans les questions de certification, dans le board de certification, donc celui qui fait passer les épreuves des candidats sélectionnés, le board interinstitutionnel. J'ai dû y être pendant 8 ans. Et depuis que je n'y suis plus, je suis au comité paritaire de certification, où je suis le plus ancien dans ce comité. C'est le comité paritaire de certification, c'est le comité paritaire qui fait passer qui gère le processus de sélection, c'est-à-dire non pas la présélection par les directions générales, mais une fois qu'il y a eu les 100 candidats retenus, c'est lui qui gère le panel qui fera passer les interviews. C'est aussi le comité qui fixe le nombre de candidats chaque année admis à suivre la formation, et c'est aussi celui qui examine les appels des candidats qui n'ont pas été retenus à la présélection. Voilà. Donc, je vais commencer maintenant à vous parler. Je crois que le plus important peut-être pour certains d'entre vous, pour pas gâcher votre pause, c'est d'être bien conscient que la certification est un processus qui n'est ouvert qu'aux fonctionnaires. Donc, si vous êtes agent contractuel, vous n'êtes pas concerné, en tout cas pas pour l'instant. Le jour où vous serez fonctionnaire AST, ça pourrait être le cas, mais si vous n'êtes pas à l'heure actuelle fonctionnaire AST, peut-être que c'est aussi bien de ne pas perdre de temps ce midi. Deuxièmement, si vous avez regardé les conditions d'éligibilité de la certification, vous verrez qu'il faut avoir en gros 3 ans d'ancienneté en AST 5. Donc si vous êtes en AST 3 aujourd'hui, ça vous laisse un petit peu de temps de voir. Vous pouvez toujours, vous êtes absolument les bienvenus pour écouter, mais soyez conscient que vous n'allez pas être concerné avant une dizaine d'années. Hein, il faut avoir en gros 3 ans d'ancienneté en AST 5 pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir être éligible à la certification. Donc, si vous êtes encore en AST 4 ou en AST 3, ça n'est pas encore le moment. Vous pouvez toujours écouter et vous informer sur le processus, et ça peut vous aider à vous préparer à certains égards, mais en tout cas, si vous n'êtes pas concerné par l'exercice cette année, vous ne serez pas éligible. Voilà. Maintenant, premier élément, si vous remplissez votre dossier de candidature ou vous envoyez votre dossier de candidature maintenant, soyez conscient que ça va être un processus très long, puisque si vous réussissez toutes les étapes,
ça finira en décembre l'année prochaine, en décembre 2022. Donc, ça va être un processus long, compétitif à beaucoup d'égards, donc stressant. Si vous êtes admis à suivre la formation, le processus ne sera plus compétitif en soi, mais il restera extrêmement sélectif dans la réalité, parce que le board qui fait passer, le board interinstitutionnel qui fait passer les examens est très très exigeant, et par conséquent, tout le processus va être potentiellement assez stressant pendant toute sa durée. Donc, il faut vraiment avoir faim, il faut vraiment être motivé et être préparé, c'est-à-dire préparer, dire à votre conjoint éventuellement que vous vous engagez dans un processus qui va être potentiellement très mobilisateur si vous allez jusqu'au bout. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, faites vos calculs, surtout si vous êtes âgé, parce que si vous vous engagez dans ce processus, si vous passez si vous êtes assez proche de la retraite, si vous engagez dans ce processus, vous devez savoir que dans l'affaire, on perd un peu de son ancienneté, hein, et donc les taux de promotion mettons, dans le grade 6, 7, 8 sont plus favorables en théorie en AD qu'en AST, mais en supposant que vous réussissiez, vous allez retrouver aussi dans une situation différente. Vous ne serez plus un assistant haut de gamme, mais un administrateur débutant parmi parfois des gros poissons. Donc, vous n'avez pas la certitude de profiter du rythme moyen de promotion qui est plus favorable. Donc, tout ça signifie que si vous êtes déjà dans des grades assez avancés, il n'est pas absolument garanti que vous allez en bénéficier du point de vue que la certification sera un réel bénéfice du point de vue salarial. Donc, réfléchissez, faites vos calculs pour ne pas être déçu d'avoir investi très lourdement dans quelque chose qui ensuite finalement ne vous rapportera, en tout cas je parle du point de vue financier, après les satisfactions intellectuelles et professionnelles c'est une autre affaire, c'est une question purement personnelle, mais du point de vue, en tout cas du point de vue financier, il est possible que ça ne vous rapporte pas beaucoup. Si vous êtes proche de l'âge de la retraite, en particulier de l'âge de la retraite obligatoire, il est possible que ça ne rapporte vraiment absolument rien, c'est-à-dire que il n'y ait plus le temps pour avoir une promotion dans le nouveau système, en AD. Donc, ouais, donc prenez note de ça, réfléchissez et faites votre calcul. Donc, soyez conscient que c'est un processus long, compétitif et fatigant, et faites votre calcul. Ensuite, le troisième avertissement, réfléchissez à ce que vous voulez. Ça veut dire, certains collègues qui ont réussi la certification n'arrivent jamais à entrer dans le costume, même après tout le processus sélectif, même après la formation, et ça peut être assez gravement déstabilisant. Hein, parce que quand vous êtes devenu AD, vous y êtes pour de bon et il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Et devenir AD, c'est pas seulement la chance de gagner plus et d'avancer plus vite, ce sont aussi des attentes et des exigences. Donc, j'ai connu des collègues qui, dans ce genre de situation, se sont retrouvés réellement déstabilisés, en dépression ou en burn-out, parce que
ils arrivaient à ne pas se sentir à la hauteur, à ne pas à réaliser qu'ils étaient dans le même bassin que des gens, que des jeunes collègues qui en voulaient, qui font en routine des briefings pour le cabinet, etc. Et que même si on a envie, même si on sent qu'on peut, il y a des collègues qui réalisent qu'ils ont eu les yeux plus grands que le ventre et que c'est une situation qu'ils maîtrisent difficilement. Et beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que évidemment, quand il y a cette situation comment dire, on se sent illégitime, on a beaucoup de mal à le dire le dire autour de soi, à le faire comprendre à son entourage, parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, donc la difficulté de le savoir. Donc, soyez conscients. Si pour vous, ça va de soi que vous avez le niveau d'un administrateur, la capacité d'en exercer les responsabilités, tout ça, allez-y. Si vous avez de gros doutes, réfléchissez aussi, parce que ça peut vous amener dans une situation psychologiquement très déstabilisante pendant peut-être le reste de votre carrière. Donc ça n'est pas rien. Je dis pas ça je dis pas ça pour vous décourager. Je dis ça pour décourager peut-être un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas mesuré l'ampleur de ce que ça implique. Et cela étant, si vous êtes motivé, si vous êtes sûr d'avoir le niveau, allez-y. Alors cette année, on a fait les choses un peu plus tôt pour que vous puissiez aussi prendre en considération certains éléments avant l'échéance. C'est-à-dire que vous puissiez aussi utiliser un certain nombre d'informations pour la lettre de motivation. Avant, on faisait ça juste avant les processus de sélection, mais là, on a organisé la formation un petit peu plus tôt. Je vais arriver pourquoi. Un dernier avertissement, si vous vous lancez, c'est y aller jusqu'au bout, c'est-à-dire il y a un certain nombre de collègues qui ont été certifiés et décidé de ne rien en faire. Le fait d'avoir été certifié, d'avoir fait la formation, etc., il suffit à leur validité, mais pensez que vous n'êtes pas tout seul et que si on vous sélectionne, c'est qu'une DG a investi pour vous, a des attentes pour vous, s'est engagée à vous offrir un poste. Et l'institution dépense 80 000 € par tête pour le processus. Donc, si vous avez suivi le parcours et puis qu'en fait vous avez décidé de n'en rien faire, et ben vous aurez privé quelqu'un qui était peut-être tout aussi capable de vous, tout aussi motivé, mais vous étiez juste devant. Et donc, ayez ça à l'esprit. Voilà. Alors, la présélection, la sélection, il y aura des candidats meilleurs que vous, ou qui savent se vendre mieux que vous. Donc, dites-vous que pour beaucoup d'entre vous, ça ne passera pas forcément en un an. Si vous engagez dans le processus, sachez qu'il y a des candidats qui mettent 10 ans à se retrouver sélectionnés. C'est un processus compétitif, pas très très lourdement compétitif. Il y a, je crois, quelque chose comme un candidat sur 6 qui est sélectionné. Il y a environ 300 candidatures éligibles pour 50 places à la formation du côté de la commission. Mais il se trouve que il y a des collègues qui mettent un certain temps à avoir, en fait, à être en situation de présenter une candidature qui aille jusqu'au bout. Alors, la lettre de motivation, quand vous l'aurez faite, vous n'y pourrez plus rien.
mais sachez qu'elle va vous suivre jusqu'au niveau du panel, jusqu'au niveau de la sélection finale. Et ce sera peut-être même la seule chose qu'on saura de vous avant de vous faire passer l'oral du panel. Quand le panel, donc le panel, c'est la dernière étape, l'étape de sélection où on passe de 100 candidats à 50 candidats. Et ça se fait à un rythme très élevé, ce sont des entretiens d'1 quart d'heure, où les membres du panel sont donc très sollicités et doivent avancer très vite, ce qui fait que la lettre de motivation sera peut-être la seule chose qu'on saura de vous avant l'oral. Dans votre DG, on vous connaît, dans l'ODG, vous aurez peut-être plus de temps pour vous présenter, il y aura peut-être le temps pour un examen beaucoup plus approfondi du dossier. Au niveau du panel, ce sera peut-être la seule chose qu'on verra de vous, que les membres du panel ou que certains membres du panel connaîtront de vous à l'oral. Ils ont juste le temps de lire votre lettre de motivation. Donc, soyez conscients qu'elle doit servir à des choses, à des objectifs qui sont différents. Elle doit servir à vous faire présélectionner, c'est-à-dire que votre service décide, que votre direction générale décide de vous proposer. Elle doit servir aussi à convaincre le panel qui, lui, n'a pas exactement la même vision des choses. La DG se préoccupe de retenir des candidats qui pourront faire des bons administrateurs dans la DG. Le panel se préoccupe de sélectionner des candidats qui feront des bons administrateurs dans l'institution, se moque complètement de la DG. Donc, et même, il a même une certaine attente de voir ces candidats justement en situation de s'abstraire de leurs tâches actuelles, de faire quelque chose d'autre. Donc, il va vous falloir, dans votre lettre de motivation, tout en étant clair, garder ouvertes ces deux possibilités. Ça, c'est une première chose. Votre lettre de motivation déjà, faites-la relire par un administrateur, faites-la relire par un chef d'unité ou par quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra vous dire si ça passe ou si... Mais ne faites pas ça tout seul. Deuxièmement, et là c'est un message qui est particulièrement important parce que c'est la source de gros malentendus. La certification n'a rien à voir dans l'esprit avec une forme de promotion. Ça n'est pas une récompense pour un gros travail, ça n'est pas une récompense pour une belle carrière d'assistant haut de gamme. Ce n'est pas l'intention de la commission. Et la commission, l'institution ne va pas réellement rechercher en vous récompenser du mérite acquis en tant qu'assistant, mais d'offrir une possibilité de carrière d'administrateur à des candidats dont elle reconnaît le calibre, le potentiel, les qualités d'administrateur. Ce qui veut dire, vous pouvez être un excellent, une excellente assistant, assistante, c'est très bien, et vous pouvez même avoir évolué très vite dans la carrière. Ça ne sera pas suffisant pour vous faire retenir par l'administration pour vous présenter à la certification. Il faut que, en plus, l'administration, votre DG et puis le panel, ait détecté en vous le potentiel, le calibre, appelez ça comme vous voulez, mais les qualités nécessaires
pour faire de vous un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sera chargé de tâches conceptuelles et non plus de tâches d'exécution. Donc, votre lettre de motivation ne doit en aucun cas être présentée comme quelque chose qui réclame une récompense, qui réclame une rétribution pour de longues années de bons et loyaux services comme assistant. Hein, ça n'est pas un droit acquis, ça n'est pas un droit qu'on acquiert, et ça n'est pas non plus une chance de continuer ce qu'on a fait jusqu'ici. Et je vais vous donner un exemple. Excusez-moi. Merci. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années au panel, un collègue de la DG Énergie s'est présenté a présenté sa motivation de la façon suivante. Voilà, je suis inspecteur nucléaire, assistant inspecteur nucléaire, j'ai la responsabilité d'une centrale. Si je deviens administrateur, j'aurai la chance de pouvoir avoir la responsabilité de 4 centrales. Bien, c'est un saut quantitatif, mais ça n'est absolument pas ce que l'administration recherche comme motivation d'un collègue. C'est réellement un réel saut dans du passage d'exécution à la conception. Donc, soyez absolument conscient que ça, et soyez conscient de ça et conscient de ce qu'on attend d'un administrateur. Parce que ça, c'est quelque chose qui va revenir et qui doit même être sous-tendu, être implicite dans vos lettres de motivation. Que vous savez ce qu'on attendra de vous, ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend d'un administrateur. Qu'est-ce qu'on attend d'un administrateur? C'est négocier, c'est faire des briefings, c'est préparer des argumentaires, ça peut être encadré, ça peut être coordonné, prendre part à la définition de législation ou de programme, conseiller ou décider. Voilà en gros ce qu'on attendra d'un administrateur. On ne va pas tout, hein, et on va pas attendre de vous d'être un champion de l'encadrement dès votre arrivée dans la carrière d'administrateur, mais voilà l'ensemble, la galaxie dans laquelle vous allez vous trouver et dans laquelle vous devrez vous trouver à l'aise. Donc, ce qui doit ressortir, c'est que vous avez compris qu'on attend de vous un changement de carrière et que vous savez ce qu'on attend d'un administrateur. Et la troisième chose qu'on attend de vous, c'est, ce qui doit ressortir, c'est que vous avez un projet professionnel pour une nouvelle étape de votre vie professionnelle. Donc, vous devez avoir une assez bonne idée de ce que vous voudrez faire quand vous serez administrateur. C'est pas juste on me récompense et puis quand j'y serai, je verrai ce que je peux faire. Vous devez déjà venir avec un projet déjà mûri. Quand vous allez vous présenter, si vous êtes invité devant un panel dans votre DG, il est plutôt souhaitable que vous présentiez un projet qui soit lié aux tâches de la DG. C'est-à-dire que votre DG ait le sentiment de faire un bon investissement en se disant on va le prendre là, on va prendre cette personne et on pourra la poser là parce que c'est son projet et effectivement ça correspond au métier de la DG. Donc vous pouvez toujours dire que de toute façon, vous pouvez vous dire déjà que de toute façon
Dans un premier temps, si vous devenez administrateur, vous le serez dans votre DG. La DG, si elle vous propose, elle a aussi l'obligation de vous offrir un poste quand vous aurez réussi le processus. Donc, de ce point de vue-là, vous devez formuler votre lettre de motivation en mettant clairement que, dans un premier temps, vous vous voyez en tant qu'administrateur junior, administrateur, à faire ceci dans votre DG, et vous pouvez laisser entendre que plus tard, vous vous voyez peut-être ailleurs ou peut-être évoluer vers telle ou telle autre chose. Donc, il faut convaincre votre DG que ça va être un bon investissement. Plus tard, au niveau du panel, je vais y arriver un peu plus clairement tout de suite, il faudra convaincre d'autres choses. Au contraire, c'est que vous êtes capable de passer à autre chose, c'est-à-dire presque de changer de domaine, pas forcément de domaine thématique, mais de faire cette claire transition à STAD et montrer ou laisser entendre que vous êtes capable de vous exporter. Ce qui ne doit jamais ressortir, ni de la lettre de motivation, ni de vos prestations pendant les entretiens, c'est « je suis déjà une administratrice dans la pratique » ou « je suis déjà un administrateur dans la pratique, je ne fais que des tâches AD, 100%, et donc ce n'est que justice, ce n'est que récompenser mes mérites et mes performances à l'heure actuelle que de m'admettre à la certification. » Ça, c'est un no-go absolu. Alors vous allez vous dire, mais oui, mais je fais 100% de tâches d'administrateur et il faut bien que je puisse le valoriser. Ça va venir, on va en parler. Mais ce qui doit être clair, c'est que si vous êtes déjà 100% administrateur dans la pratique et que tout le monde s'en contente, eh bien l'administration va dire très bien, restez-y, continuez. Autre chose, et ça je vous l'ai déjà dit, qui ne doit jamais ressortir, c'est « je l'ai bien mérité après toute cette carrière d'AST ». Ça n'est pas, la certification n'est pas une récompense. Et ce qui doit absolument pas ressortir non plus, c'est « je veux continuer à faire la même chose ». Je vous ai parlé de l'inspecteur nucléaire. Donc, vous devez vous mettre en situation de demandeur, pas de celui qui réclame ce à quoi il prétend avoir droit. Donc, votre lettre de motivation ou votre prestation pendant les entretiens, s'il y en a, doivent montrer que vous êtes conscient de vos qualités, mais en restant humble, en situation de demandeur. Il y a un très vieux malentendu qui revient année après année. Certaines personnes d'entre vous font 100% de tâches AD et se croient sincèrement des AD en puissance. Et je vous l'ai dit, ça n'est surtout pas le message qu'il faut faire passer. Ce que vous pouvez faire comprendre, ce que vous devez faire comprendre, c'est que vous savez ce qui est requis, que vous savez ce qui est attendu d'un administrateur. Je vous l'ai dit, négocier, briefer, argumenter, encadrer, coordonner, prendre part à la définition de législation ou de programme, conseiller et décider. Vous savez ça, et vous faites comprendre que vous savez ça. Vous savez comprendre ce qui est attendu. Et que ça représente beaucoup. Que vous avez des atouts. Et la confiance du service le prouve. C'est-à-dire, là, vous allez pouvoir dire, mon service a détecté, ma hiérarchie m'a confié certaines responsabilités, que j'ai acceptées, que j'exécute, etc.
beaucoup de responsabilités d'administrateur, ma DG, mon service, a reconnu mon potentiel. Et ça va être une façon de présenter les choses qui n'est plus j'ai droit à une récompense, c'est regardez, je me cache derrière mon service, qui est mon service, ma hiérarchie, quelqu'un d'autre a vu à quel point je suis bon, à quel point on peut me confier des responsabilités, à quel point j'ai du potentiel, et vous allez, et je vais vous expliquer pourquoi. Hein, et vous pouvez, au lieu d'être dans l'exigence, vous allez être dans la demande en montrant que vous vous sentez avoir le potentiel, mais surtout que c'est votre administration, c'est votre chef de service, c'est votre directeur qui a décelé en vous ce potentiel et a voulu le valoriser en vous confiant des tâches d'administrateur. Donc, voilà la façon la plus, je dirais, la plus pertinente de présenter les choses. Vous n'êtes plus en situation d'exiger et vous n'exigez pas une récompense et vous n'exigez pas la même chose. Vous demandez, vous montrez que vous êtes conscient de vos qualités, vous montrez que ces qualités ont été déjà reconnues par votre administration et que par conséquent, ça vous encourage dans votre projet de faire autre chose, de devenir réellement administrateur. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Vous regardez dans les textes, il y a la grille de certification. Ce sont des critères, les critères officiels et objectifs. Dans la réalité, dites-vous que ce qu'on recherche le plus, c'est une forme de... ça ne vous sera pas dit, ça ne vous sera jamais dit officiellement, mais c'est ce qu'on appelle le calibre, le potentiel, c'est-à-dire les personnes qui vont faire partie des panels, des panels et en particulier du panel final. Ce sont en général, c'est présidé par un directeur ou une directrice, et côté administration, une personne qui est souvent ou qui a été chef d'unité ressources. Donc, du côté de l'administration, le panel c'est 3 personnes. Du côté des représentants du personnel, vous aurez des représentants du personnel assez seniors qui ont aussi une bonne vision de ce qu'est un travail d'AD. Et donc, la question que vont se poser les membres du panel, c'est est-ce que je prendrai ce collègue dans mon équipe comme AD? Est-ce que j'enverrai ce collègue négocier l'amendement de cette directive ou la proposition de nouveaux programmes au Conseil ou au Parlement? Est-ce que je peux lui confier ça, en lui donner les clés, en ayant l'esprit tranquille? Donc, le message que vous devrez faire passer, c'est oui. C'est que vous êtes une personne fiable, responsable et qui a le potentiel et qui a le calibre. Alors, le jugement qui sera fait pour vous, sur vos candidatures, sera un jugement qui sera décliné selon les rubriques des qualités qui sont requises dans le statut, hein, le mérite, les responsabilités, la formation et l'emploi des langues peut-être. Toujours est-il que ce qui va compter dans la réalité, et il faut en être conscient, c'est cette perception du calibre, cette perception que c'est quelqu'un sur du potentiel. Voilà. Une chose aussi, un malentendu sur lequel je voudrais revenir, beaucoup de collègues
ont la conviction absolue d'être des administrateurs en puissance, de l'être déjà, parce qu'ils font 100% de tâches AD dans leur... C'est peut-être vrai, mais il faut aussi être conscient que vous ne faites pas forcément toute la gamme des tâches AD. C'est-à-dire, on a pu vous confier une ou deux tâches qui sont effectivement des tâches d'administrateur et qui remplissent la totalité. Ça ne veut pas dire que votre hiérarchie, votre directeur, votre chef d'unité vous considère capable de gérer tout ce qui pourrait être des tâches d'administrateur dans son unité. C'est-à-dire, ils peuvent vous confier des briefings, mais en aucun cas, je ne l'enverrai au conseil, il est encore trop junior. Donc, soyez conscient qu'il y a aussi cette perception, cette réalité derrière. Vous êtes peut-être à l'heure actuelle, effectivement, tout à fait capable de gérer un certain nombre de tâches AD et qui sont la totalité de votre activité. Ça n'implique pas nécessairement que vous soyez capable de faire toutes les tâches que l'on aimerait bien confier à un administrateur dans votre unité ou votre direction générale. Donc, et ça doit clarifier ce malentendu qui fait que certains collègues ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas retenus, pourquoi leur candidature n'est pas retenue, alors que déjà, voilà l'une des raisons du malentendu. Alors, comment ça va se passer? Chaque direction générale va recevoir un quota de postes, enfin de places en fait, à présenter, qui va être proportionnel au nombre de candidatures éligibles reçues. Donc en gros, s'il y a 12 candidatures dans tel DG, l'ADG recevra en gros 4 quotas et devra sélectionner 4 candidats parmi les 12. Votre direction générale a le droit de faire comme elle veut pour ce processus de sélection. Il y a un certain nombre tant qu'elle respecte les critères, il y a un certain nombre de pressions qui font que les choses ont tendance à être harmonisées d'une direction générale à l'autre, mais les situations peuvent être difficiles et différentes. Il y a évidemment dans les directions générales qui ont du personnel à l'extérieur, les choses peuvent être plus compliquées. Il peut y avoir des entretiens qui se passent physiquement en présentiel et d'autres qui se passent à distance. Il peut y avoir une décision de ne pas procéder à des entretiens pour tout le monde, mais de faire une présélection parmi 40 ou 50 dossiers, parce qu'il y a des grands DG comme le Centre commun de recherche, qui par exemple présente tous les ans, reçoit tous les ans beaucoup de candidatures. Donc les choses peuvent être différentes. Vous ne pouvez pas protester contre cela, c'est déjà dans les dispositions générales d'exécution que l'ADG a la liberté de procéder, de choisir son processus de sélection. Vous pouvez considérer que c'est anormal ou pas, toujours est-il que c'est la réalité. Donc ça, c'est pas la peine de se battre contre ce moulin à vent là. Il va falloir vous adapter au processus de sélection. Donc, on vous fera peut-être passer même un examen écrit, on vous fera peut-être passer un oral, donc pensez à tous ces messages qui doivent ressortir. Évidemment, pensez que ça doit être cohérent avec la lettre de motivation que vous avez écrite. Vous allez passer à peu près les mêmes messages, qu'il n'y ait pas de contradiction de l'un à l'autre. Et puis,
vous serez retenu ou ne vous serez pas retenu. Il y a toujours un feedback écrit qui n'est pas toujours à la hauteur, qui n'est pas toujours réellement utile pour vous informer sur ce qui n'a pas fonctionné. À tous les stades, n'hésitez pas à prendre contact et à demander un feedback. C'est important, je l'ai dit, parfois ça prend plusieurs années pour sortir du lot et être retenu. Il est important de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous avez peut-être votre petite idée, mais c'est peut-être pas exactement la perception qu'ont eu les membres du panel. En général, les membres du panel ou les membres des panels de présélection ne fuient pas leurs responsabilités et ont tendance à être assez honnêtes quand vous arrivez à les interroger. À une condition, c'est que vous ne soyez pas dans un mode de contestation et de récrimination. C'est-à-dire, à partir du moment où vous demandez un feedback, en tout cas pendant l'entretien, c'est que vous n'êtes plus là pour argumenter, vous êtes là pour comprendre. Si vous agressez l'interlocuteur ou si l'interlocuteur se sent poussé dans ses retranchements, il va se fermer, il va vous donner des réponses de langue de bois, et puis c'est fini, vous n'en tirerez rien. Donc c'est un exercice délicat pour l'interlocuteur et pour vous. Vous êtes là pour comprendre ce qui n'a pas marché, ce que vous avez dit ou fait qui n'a pas été convaincant. Vous n'avez plus à convaincre à ce moment-là, c'est trop tard, vous n'avez pas convaincu, personne ne changera d'avis. Sauf si vous gagnez en appel. Mais c'est pas ces personnes-là qui changeront d'avis, c'est quelqu'un d'autre. Donc, quand vous prenez des informations ex post, quand vous recherchez un feedback sur les raisons de votre échec, surtout, ouvrez vos oreilles, vous êtes là pour entendre et comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mais vous n'êtes pas là pour argumenter, pour dire mais pourtant j'ai, mais ça ne fonctionnera pas. Alors, dans certaines DG, il y a un seul candidat et le candidat passera aussitôt, automatiquement. C'est comme ça. C'est tant mieux. Une autre situation, c'est qu'il arrive que des directions générales décident de ne pas faire le plein des candidats. Parce que pour des raisons complexes, parce qu'elles s'aperçoivent, certaines en particulier, une grande DG s'aperçoit que tous les ans, une grande proportion des candidats qu'elle arrive à présenter au panel échouent au niveau du panel et se dit, s'ils échouent au niveau du panel dans un examen qui finalement est comparatif par rapport aux autres DG, c'est que nos candidats ne sont pas encore prêts. Et par conséquent, ce serait risqué pour nous de nous engager à leur fournir un poste alors qu'il apparaît que comparativement, ils ne sont pas prêts. Et donc, il y a de temps en temps, certaines années, ça s'est arrivé 2 fois récemment, que certains DG ne font pas le plein de leurs candidats. Une autre raison parfois, c'est que ce sont des DG, il existe des DG qui sont structurellement plutôt remplis d'AST avec peu d'administrateurs et donc il y a peu de postes d'administrateurs structurellement qui peuvent être offerts et par conséquent, certains DG ne font pas totalement le plein. Alors, l'appel. Si vous n'êtes pas retenu, il y a un stade auquel vous pouvez faire appel. C'est après la présélection. Si vous n'avez pas été proposé par votre DG pour passer ce qu'on appelle le panel, donc l'épreuve orale de sélection finale, vous avez l'occasion de faire appel.
ne vous faites pas beaucoup d'illusions. Le taux de réussite en appel est faible. C'est-à-dire que les appels qui vont passer sont des appels où le comité de certification ne va pas comprendre pourquoi la candidature n'a pas été retenue. C'est-à-dire qu'il va lire que dans le feedback, il n'y a pas de faiblesse. Il va voir que dans le taux de tâches AD exercées, on est au-dessus des 80. Donc, réellement, des situations où le panel où le comité de certification ne va pas comprendre ce qui se passe et pourquoi la personne n'a pas été retenue. Donc, ça signifie que si vous avez dans le feedback reçu après les épreuves de présélection une raison clairement exprimée à votre échec, le candidat n'a pas convaincu le panel de présélection parce que ceci, parce que cela, parce que ses capacités linguistiques ont paru trop limitées, parce que s'il y a une raison claire, faible capacité d'analyse politique, ou si quelque chose a été mis clairement en évidence, il y a toutes les chances que votre appel ne passe pas. Donc, après, c'est à vous de décider si vous voulez faire appel quand même, parce que vous vous sentirez mieux après, parce que vous aurez l'impression d'avoir tout fait ce qui était possible, mais au moins, donc ça peut être important pour vous, rien que pour purger votre frustration, mais dans la réalité, ne vous faites pas d'illusions. S'il y a des choses, à part s'il y a des erreurs manifestes que vous êtes capable de prouver réellement, c'est-à-dire que on vous dit que vous n'avez pas passé suffisamment de temps en délégation et que vous avez passé 8 ans en délégation, s'il y a des erreurs factuelles, là, ça peut vous sauver. Voilà. Après, si vous êtes amené à passer le panel et que vous échouez, même chose, essayez d'avoir un feedback, essayez de savoir ce qui a marché, mais il n'y a pas d'appel en soi. Vous êtes tout de suite dans l'article 90. L'article 90, ça marche une fois tous les 10 ans. Donc, de ce point de vue-là, ça reste très, très restreint. Les chances. Alors, dernière chose, je vous ai dit qu'il va falloir un petit peu circuler ou plutôt trouver votre chemin dans les messages un peu différents qu'il faut faire passer d'un oral à l'autre. Et vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai mon projet, et mon projet, il est bien, il colle bien pour ma DG, mais alors le panel va trouver que ça reste trop sédentaire. Vous avez le droit de mentir. Personne n'ira vérifier 10 ans plus tard que vous n'avez pas dit la vérité, que c'était pas votre projet, que vous n'avez pas réellement, que vous avez vraiment pas l'intention d'aller à la DG Agri. Donc vous allez dire au panel, voilà, si j'ai la chance de devenir administrateur, dans un premier temps, je voudrais continuer dans ma DG parce que c'est ma DG qui me fera une offre
pour travailler dans les relations interinstitutionnelles, pour aller défendre les positions de la Commission au Parlement. Voilà ce que je voudrais faire. C'est une nouveauté pour moi, mais je m'en sens capable et ma hiérarchie a détecté mon potentiel, etc., etc. Ensuite, je me vois à la DG Concurrence parce que j'ai des armes pour ça, parce que c'est un dossier qui m'intéresse, c'est un dossier qui me fait rêver depuis que je suis toute petite, etc., etc. Là, vous avez le droit de le dire. Et personne n'ira vérifier que vous avez menti, que en fait, vous n'en avez rien à faire de la DG Concurrence, ça ne vous intéresse pas. Mais si c'est quelque chose, si vous arrivez à rendre crédible votre projet, c'est important et c'est gagné. Hein, personne n'ira vérifier derrière. Donc là, vous pouvez faire preuve d'un peu de créativité pour tenir compte de la différence entre les messages à passer dans les deux entretiens. Donc le premier entretien, l'entretien de présélection peut prendre plusieurs formes. Il peut être court, il peut être long, il peut avoir une épreuve écrite aussi, il peut être lié à une épreuve écrite. Il s'agit là de convaincre de votre DG d'investir en vous dans un projet qui sera plutôt sédentaire, en tout cas dans les premières années. Le deuxième, donc l'entretien avec le panel, si vous êtes présélectionné, il est très cadré, 3 personnes plus le secrétariat, un entretien très très court. Les questions doivent amener à remplir la grille des critères que vous trouverez dans les notifications administratives, hein, qui vous donnent le critère de sélection du statut. Lors de cet oral-là, il y a une petite chance que je sois présent. Hein, ne soyez pas surpris. Moi, je ne vois même pas les visages, donc vous me reconnaîtrez, mais moi, je ne vous reconnaîtrai pas. Et là, attendez-vous à entendre des questions du type comment voyez-vous la différence entre un AST et un AD? Alors, vous pouvez reprendre la question, donner la réponse du statut, hein, tâche de conception, tâche d'exécution, tâche de conception, mais ça sera peut-être un peu court. Donc là, reprenez la liste de ce que vous savez qu'on attend d'un AD. Une mise en situation pour savoir si vous avez de bons réflexes, ou on vous demandera de nous raconter des souvenirs, une expérience qui soit illustrative de vos réflexes, ou on voudra tester à la fois vos capacités de réaction, de bon sens et d'autonomie. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? Et en même temps, votre connaissance de vos limites, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes devenu administrateur que tout est possible et vous pouvez tout décider. Donc, la capacité d'autonomie, de responsabilité, de prendre des responsabilités, mais en même temps, la connaissance des limites de votre responsabilité. Donc, donnez-moi une expérience où vous avez dû faire preuve d'initiative. Si on vous pose une question sur une expérience négative, avez-vous déjà eu à vous opposer à votre chef d'unité? Comment ça s'est passé, etc. Concluez toujours spontanément par « et la leçon que j'en ai tirée, c'est blablabla ». On vous demandera peut-être qu'est-ce que vous pensez que la formation vous apportera, la formation à la certification. Alors là, il faut que vous sachiez le contenu de la formation à la certification, qu'est-ce que ça recouvre. Puis là, vous donnerez une réponse bateau. J'ai pas eu à faire beaucoup de négociations, donc la formation à la négociation va certainement m'être utile. Ça ou autre chose, ou à la communication, des choses comme ça. Et puis, il y aura une question d'actualité. Une question qui va permettre de juger justement votre capacité de comprendre les enjeux, votre capacité, bon déjà si vous êtes tenu informé de l'actualité européenne, parce que il s'agit quand même de faire de vous un administrateur, une administratrice. Et donc, une question sur l'actualité qui pourra être
il n'y en a pas 50, hein, donc lisez les journaux, regardez quelle est l'actualité européenne à l'heure actuelle. On a encore le Covid. Certains dossiers vont peut-être émerger dans les mois qui viennent. Donc, soyez conscients de ça. Il y a quelques années, c'était le plan Juncker, les perspectives budgétaires, Trump. Ça peut être encore l'Amérique post-Trump. Maintenant, comment voyez-vous l'articulation Europe, Chine, États-Unis, enfin des choses de cette nature-là, où vous devez montrer que vous êtes capable de comprendre les enjeux, hein, que vous ne restez pas à une vision des choses du niveau café du commerce. Ça, c'est quelque chose qui réellement donne une idée au panel si vous avez justement le calibre, le potentiel intellectuel ou pas. Hein, en tout cas pour cette fois et sur la base de votre prestation. Ça ne préjuge pas évidemment des capacités en temps normal. Mais en l'occurrence, c'est sur ce moment-là qu'il faut convaincre. Voilà. Donc vous devez savoir clairement en quoi consiste la formation. Préparez-vous à une trentaine de questions. Hein, faites-vous une liste et préparez une réponse structurée, argumentée, courte. Hein. Il faudra qu'elle sonne naturelle, presque spontanée, et donc pas que vous récitez quelque chose que vous avez appris par cœur, mais que vous la chassiez suffisamment pour qu'elle puisse couler comme si c'était quelque chose qui vous vient un peu naturellement. Et alors, si vous sortez de l'entretien avec le panel en pensant ouais, j'ai bien répondu à 4 ou 5 questions sur 6, donc ça ira, là vous risquez beaucoup de vous tromper. C'est-à-dire, pensez que le panel est sensible à beaucoup d'autres choses. Hein, la qualité de votre expression, la profondeur de votre analyse, la capacité à nuancer, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, la hauteur de vue, et puis aussi votre assertivité, c'est-à-dire s'il y en a et s'il n'y en a pas trop. C'est-à-dire si vous donnez l'impression d'être très humble mais très timoré et très timide, eh ben la présidente du panel se dira oh là 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 là, celui-là je ne l'enverrai pas négocier au conseil. Parce que il faut être aussi capable de défendre une position. Si d'un autre côté, vous êtes très expansif, vous avez vos idées, vous n'avez pas peur de les exprimer, pensez être capable de nuancer, pensez être un peu plus en retrait que d'habitude et à ne pas être perçu comme arrogant. Voilà, donc le panel retiendra la moitié des candidats. Ce qui se passe en général, c'est que à la sortie de l'oral du panel, un certain nombre de candidats sont mis directement dans le panier. Ça, c'était un bon candidat, on n'en discute pas. D'autres sont mis dans le panier, oh là, ça n'était pas un bon candidat pour cette fois-ci, on n'en discute pas. Et puis, il reste un panier au milieu qui est celui des plutôt oui, hein, et on regardera en fonction du nombre de places disponibles, puisqu'il y aura 50 places cette année, donc il y aura peut-être 40 personnes dans les personnes retenues, et puis il y aura une dizaine de personnes à prendre parmi la vingtaine de personnes retenues dans le panier plutôt oui. Et ça fera l'objet d'une discussion entre tous les membres de toutes les configurations du panel. Voilà. Donc, je crois que je suis arrivé à peu près au bout du processus. Si ça réussit, je vous souhaite bon courage, bonne chance, que ça fonctionne pour le plus possible d'entre vous.
Surtout, n'hésitez pas à reprendre contact avec les membres du panel, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous aurez droit à vous pouvez avoir avec vous un papier blanc et un crayon, ou notez les noms, comme ça vous serez en situation de passer un petit coup de fil. En général, ça se fait via le secrétariat ou la présidente et c'est toujours accepté, ça fait partie des devoirs acceptés. Vous pouvez peut-être aussi prendre le nom du représentant du personnel et il sera peut-être capable ou il acceptera peut-être aussi de vous répondre. C'est pas plus mal d'avoir deux feedbacks plutôt qu'un seul. Vous verrez peut-être certaines nuances et certains éléments apparaître qui n'apparaîtra. Ne tardez pas trop à le faire parce que parfois on a encore ces notes et puis parfois on les a plus et puis on se souvient plus tellement de ça. Voilà, donc j'en ai fini pour ma causerie. Je vais maintenant prendre vos questions. N'hésitez pas à les taper encore maintenant. J'en vois une seule pour l'instant. Quelqu'un qui me dit I am ST5 since January 2019. Am I eligible for the certification exercise 2021 at this moment? So I guess not. You're not eligible for the time being because if I'm not mistaken, you need to have twice in CISPER the explicit statement under the rubric certification that you have the potential to become an AD from your evaluator, so mainly your head of unit. And this only happens once you're AST5. Before that, the head of unit cannot fill in the box. So it's just not a technical thing. It's in the staff regulation. The head of unit, the evaluator, cannot express formally his opinion on the potential of the colleague before he is AST5. So you need to be a little more patient. That will come very soon, but not yet. You need really 3 full years seniority. Est-ce que le manque de diplôme universitaire est un grand handicap? Non. En soi, non. Mais il faut pouvoir le compenser. C'est-à-dire que je vais parler en général et pas en particulier parce que, évidemment, il y a toujours des exceptions dans un sens et dans l'autre. Mais le fait d'avoir suivi une formation universitaire vous permet de développer un certain nombre de qualités parce que on s'exerce à l'analyse, on s'exerce à la synthèse, on s'exerce à un certain nombre de choses qui vont ressortir assez naturellement. C'est-à-dire qu'un professeur d'université, même si évidemment il y a tous les degrés, a plus de chances d'exprimer, d'être en mesure d'expliquer des concepts complexes que la personne que vous allez croiser au café du commerce. Et donc, la nuance est là. Maintenant, personne ne va vous reprocher la qualité de la formation tant que le reste est là. C'est-à-dire que tant que votre hiérarchie reconnaît votre potentiel à exercer des tâches AD, votre lettre de motivation montre que vous savez clairement écrire, argumenter et trouver les mots justes. Tout ça, c'est ça qui va compter. C'est votre prestation et votre CV. On ne va pas le regarder beaucoup. Le panel, il n'a même pas le temps de le regarder. Hein. Donc, ce ne sont pas des choses qui vont réellement vous desservir. Le diplôme, on n'y pense pas. Mais il s'avère que, en règle générale, le fait d'avoir bénéficié d'une formation universitaire
nous permet d'avoir certains atouts. Cela étant, je vous rassure, on a vu des personnes qui ont fait une carrière comme secrétaire de direction, assistante de direction, etc., devenir passer la certification, réussir la certification, réussir leur intégration en tant qu'administrateur. J'ai une collègue qui maintenant est devenue chef adjoint d'unité. Elle a commencé comme secrétaire. Elle a commencé sa carrière comme secrétaire. Donc, ce sont pas des choses qui sont des grands handicaps, mais ce sont des choses qui peuvent être, il faut être conscient qu'il faut, dans ces cas-là, prouver que ça ne joue aucun rôle, c'est-à-dire que vous avez de toute façon les qualités et qu'elles sont reconnues, et le panel va pouvoir en juger. Is there before panel someone is checking the reference opinion with current superior, or is it irrelevant? Non, personne ne va passer des coups de téléphone au chef d'unité. Le chef d'unité, de toute façon, s'est prononcé. Il s'est prononcé dans votre dossier et on aura votre dossier sous les yeux. Si jamais il y a un doute, si jamais on ne sait pas trop, peut-être que si vous êtes, par exemple, dans le panel du milieu, dans le panier du milieu dont j'ai parlé, s'il faut vous départager, on va regarder ce qu'a écrit l'évaluateur par rapport à ce qu'a écrit l'évaluateur de la personne avec qui vous êtes en concurrence. Et là, si l'évaluateur dit « oh là là, 100% partout et c'est très bien, le potentiel est formidable », ce sera probablement plus avantageux que s'il y a un avis un peu nuancé sur vos capacités. Mais on s'en tient à ce qui est écrit formellement dans CISPER, dans le rapport d'évaluation, et il n'y aura personne pour passer un coup de téléphone. Question suivante, peut-on faire référence à des tâches AD avant ST5? Si vous avez exercé des tâches AD avant ST5, vous pouvez toujours évidemment les souligner dans votre vie antérieure aussi. Si vous avez encadré une équipe alors que vous étiez chez un prestataire de services informatiques, ou votre vie ne commence pas à la commission, c'est-à-dire vous pouvez même dire, si vous pouvez, a priori de préférence si vous pouvez le prouver, parmi les choses qui m'incitent à postuler à la certification, il y a le fait que j'aimerais tôt ou tard retrouver des tâches d'encadrement parce que je l'ai fait il y a 10 ans avant mon entrée à la commission et c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Vous pouvez faire état de votre vie antérieure comme argument si vous avez été dans, je sais pas moi, dans le cabinet d'un ministre belge avant de devenir assistant à la commission, si vous avez été tous ces travaux-là, assistants parlementaires, toutes ces choses-là sont valorisables comme des expériences d'administrateur, évidemment. Donc, et si on vous fait faire des briefings alors que vous êtes ST4, vous pourrez dire, ça fait 5 ans le jour où vous serez éligible, c'est-à-dire à ST5 avec 3 ans d'ancienneté, vous pourrez dire, ça fait 7 ans ou 8 ans qu'on me donne des briefings à faire, bien sûr. Let's say one is eligible but has recently changed DG. Does it make sense to apply already this year, or is it better to wait for next year when the DG and the hierarchy will know you better to support you? Well, there are things in your CDR already from your past experience, I expect. So these are objective elements. If in your previous DG you had twice 100% AD tasks, etc., and a clear acknowledgement that you have the potential, then nothing should stop you from applying. I would say, because even if it does not work,
it's a good try, and it might be useful for next time. Of course, the more support you have from your hierarchy, the better, definitely. But I think it should not stop you, and be aware that this is not. There are some colleagues who manage from the first time, but there are not the majority. So if you're not confident that your hierarchy will, or your new DG will follow you and propose you, and use it as a trial run. Next question. In order to attach the ECV, I am generating PDF versions for print and I'm saving it. Is that correct? No idea. I'm not a CISPR expert. For this, I suppose it reads reasonable, but I can't tell you. You need to contact the Secretariat of the certification and exercise. Mrs. Christiane Deutger, D-O-E-T-T-G-E-R. Vous n'avez pas mentionné les formations qu'on a suivies et qui sont relevantes dans la présentation de la DGHR. On insistait aussi sur cet aspect. Ouais, c'est parce que là, c'est quelque chose que sur lequel vous n'avez plus accès. Mais effectivement, oui, j'aurais pu en parler. Ça peut en particulier être important dans la lettre de motivation pour justifier que c'est déjà votre projet depuis longtemps et que donc dans cette optique, je me suis formé en suivant le cours ceci, le cours cela, le cours cela. Non, n'en mettez pas plus de 4 ou 5 ou même ça ne doit pas prendre trop de place dans la lettre de motivation, mais effectivement, c'est pertinent de mentionner les formations que vous avez suivies, en particulier comme élément de motivation, je dirais. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement montrer que ça fait déjà partie d'un projet ancien et que c'est pas juste « Ah oui, tiens, ça arrive, je vais pouvoir me postuler ». What is the best answer to the question, what would you like to become an AD? Because I'm ready, willing, and able. And then you need to develop. And you need to develop using, exploiting the support of your administration, the project you have, and the potential you have shown until now, I would say. But this has to be adapted to anyone's personality, anyone's project. I mean, I've heard 200 replies to that question, and there is no real standard. What needs to come out is that you have a project. You don't want to do more of the same. This is not a reward. This is a real change of career. And my hierarchy has detected my potential, and I know what is expected of me. These are the messages that need to come out. How important is the CV? Differs according to the stages of the evaluation. Probably important at the pre-selection stage, but the pre-selection stage differs from one DG to another. But nevertheless, what really matters is the level of responsibilities you've exerted and how well you've done it already. This will, and what really matters is to have a convincing case. So I would say the CV
tends to matter less. The panel will probably not even open it. So if you reach that level, the CV itself will not matter. And just don't read your CV in an interview. That's not the purpose. Don't say, oh, I've done this and I've done that, etc. You may want to isolate the real AD related task that you've done in given activity in another given activity, but the exercise is absolutely not about reading your CV. Be really aware of that. How close to retirement do you think that I might already be too late to pass the certification? 10 years? No, 10 years is all right. 5 years? 5 years is getting late, I would say. I wouldn't stop you, but consider that only half of the colleague who, on average, half of the commission colleague who are admitted to certification managed to complete the training and the exams in the same year. That means here you have one selection process, and in many cases another year and another extra year, and then you generally wait for your promotion before you take the AD job, because you don't want to lose your seniority, and this often takes you 2, 3, 4 years. So then starting becoming an AD 1 or 2 years before retiring doesn't make much sense, and you will have difficulties explaining that you have a project or convincing that, or presenting a convincing project of career if you obviously only have 2, 3 years in front of you. And I've got the last question. What documents does the joint certification panel read before the interview? For example, do they read the summary of the candidate certification file in CISPR, motivation letter? It depends on the time they have in their hands. Some of them can read everything. I would say it's quite unlikely. And I would suggest that the main element that would be known before the panel is the motivation letter, because it gives good overview of what probably of the background of the person, of her or his capacity to express himself or herself, and hopefully of the motivation. So it's quite a complete thing, and it gives a pretty good image of the not the caliber, not of the potential, and we sometimes have surprises at the panel level when a motivation letter is brilliant and the performance is not good, or the other way around. But it's generally more the motivation letter than the CV. I think I've gone through all your questions. Doit-on détailler? Oh, plus, oh là, okay, a few more. Okay. Pouvez-vous donner plus d'exemples de questions d'actualité?
Oui, mais des exemples du passé, plus que des exemples de ce qu'on va vous demander dans 6 mois, parce que je ne sais pas quelle sera l'actualité dans 6 mois, mais évidemment, il y a eu la pandémie, Trump, donc les relations franco-américaines, il peut y avoir il peut y avoir les difficultés démocratiques dans certains États membres, il peut y avoir qu'est-ce qu'on a eu tout ce qui était négociation sur les perspectives budgétaires, Next Generation Europe, la création de l'autorité HERA, là, imaginez quand même des questions qui font l'actualité, qui ne sont pas en dernière page des journaux, hein, et aussi penser à des questions sur comment dire, l'acceptation de l'Europe par du projet européen par les citoyens, donc les conférences sur le futur de l'Europe, est-ce que ça a un sens, est-ce que des éléments de cette nature-là, je n'irai peut-être pas jusqu'aux élections allemandes, mais oui, pour l'instant, c'est un peu difficile d'avoir une vision claire de ce que seront les grandes questions d'actualité dans 6 mois. Je vous ai dit, Biden, évidemment, il y a eu le Brexit. Le Brexit peut faire encore des vagues autour de choses comme la question irlandaise. Est-ce qu'un autre Brexit est possible? Enfin, est-ce qu'une autre sortie d'un État membre est possible? Vous pouvez avoir peut-être, je ne sais pas si les questions d'élargissement arrivent sur le devant de la scène, des éléments de cette nature-là, je crois. Je pense que ouais, j'ai à peu près fait le tour. Mais lisez les journaux, lisez Politico, et puis vous avez bien un collègue qui reçoit Politico qui pourra vous le passer après l'avoir lu. Doit-on détailler le projet de carrière dans la lettre de motivation? Oui. Au moins le mentionner, détailler, c'est pas la peine de faire plus de 2 ou 3 lignes, mais oui, je me vois faire ceci, je me vois cela. Oui, oui, absolument. Il faut montrer très clairement que vous avez un projet. Et alors, surtout, quelque chose qui soit bien circonscrit comme job d'administrateur. Hein, parce que si c'est responsable d'administration ou des finances dans une délégation, qui peut être un job qu'on confie assez facilement à un AST senior, ou enfin, je sais pas, je vous dis peut-être une bêtise, hein, mais ce que je veux dire clairement, c'est faites très attention, ne mettez pas un projet bâtard qui ressemblerait moitié un job d'AST, moitié un job d'AD. Utilisez véritablement un poste, enfin un profil qui est quelque chose clairement identifié par tout le monde comme correspondant à du travail d'administrateur. En revanche, n'allez pas trop vite sur l'encadrement. Ne dites pas que dans 2 ans, vous voyez chef d'unité ou chef adjoint. Là, tout le monde pensera très vite que vous allez trop vite. Hein, donc, même si vous avez cette ambition-là, et on peut le respecter, il n'y a pas de problème, mais en termes de communication, dites plutôt à terme, après une dizaine d'années, si les choses se passent bien, je me vois bien prendre la responsabilité d'un secteur. Quelque chose dans cette gamme-là. Est-ce que le chef de section finance contrat dans une délégation est un mauvais projet? Alors, j'ai pas une super connaissance des délégations, mais je dirais, s'il existe délégation où le chef de section est un AST, alors oui, c'est une mauvaise idée. Parce que ça se saura. Et donc,
vous serez perçu comme n'ayant pas réellement une ambition réellement d'administrateur. Donc, on est dans un domaine où on peut faire, où on peut mentir, où on peut être un peu créatif dans les projets d'avenir qu'on a parce que personne n'ira vérifier. Donc, je vous dis, allez plutôt vérifier, allez plutôt voir sur des projets réels, sur des profils réellement étiquetés AD à 100%. Voilà, je crois que j'en ai terminé. On arrive à 14 heures, donc effectivement, il est l'heure pour vous de reprendre le boulot. Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite et une réussite dans le processus qui vient. Voilà, soignez votre lettre de motivation. Merci à tous.